Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Bande dessinée. Sergent Trent, Kenya Namibia, avec Léo, édition d'Argo. L'autre monde, Mary Lanoire avec Magnin, édition d'Argo. L'oracle de la Luna, avec Lenoir et Griffo, édition Glénat. Markheim avec Marcelé, édition Mosquito. La marque Jacobs avec Alouin, édition Delcourt. Stevenson ou le pirate intérieur avec Follet, édition Dupuis. Romans et divers. Le TONQUINOIS avec Juillard, édition Futuropolis. Nos chers disparus avec Juillard, édition Alain Bollet. Le TRANGERE au paradis, édition Les Belles Lettres. Les petits meurtres, édition Les Belles Lettres. La maison haute, édition Magnard. Sprague, édition Mango. Petit dictionnaire de mon enfance, avec Ferrandez, édition Mosquito. Chronique des ânes rock'n'roll, édition Chronique. Rock'n'roll vinyle, édition Stéphane Bachès. Avertissement. La première édition du présent ouvrage a vu le jour en 1980. Stevenson ne bénéficiait pas alors de la renommée qu'il a depuis heureusement gagnée, grâce à des gens comme Michel Lebris ou Francis Lacassin. La précédente biographie de l'auteur de L'île au trésor datait des années 20, et à ce titre, cette parution ne pouvait qu'apparaître bienvenue. Depuis, de l'eau a coulé, tant sous les ponts de Paris que ceux de Londres. Nombre d'ouvrages biographiques comme critiques ont vu le jour, des correspondances comme des textes inédits ont été publiés. Aussi la réédition de ce volume, épuisé depuis des décennies, me semblait tout à fait dispensable. Ce sont les hasards de la vie et de l'écriture qui m'ont amené près de 35 ans plus tard à me pencher à nouveau sur la vie de Stevenson. Et j'ai eu la surprise de voir que mon Tusitala trouvait toujours grâce auprès d'un certain nombre de spécialistes. Je faisais déjà mienne la phrase d'Oscar Wilde selon laquelle « Le principal charme du passé c'est d'être passé », mais de ce fait j'ai sacrifié à une rapide relecture. Et j'avoue avoir été agréablement surpris. Bien sûr, aujourd'hui j'envisagerai cette biographie de façon sensiblement différente. Mais le parti pris est cohérent, et la passion que j'éprouvais déjà pour Stevenson donne à l'évocation de sa vie une énergie, une vivacité, une sorte de panache romanesque et romantique qui lui sied plutôt bien. Puisse donc ce petit livre séduire une nouvelle génération de lecteurs à qui donner l'envie de redécouvrir les chefs-d'œuvre dont Stevenson jalonna son parcours. R. Avant-propos. Stevenson, ce fut tout d'abord pour moi comme pour une multitude d'autres enfants, l'auteur de L'île au trésor, ce classique des bibliothèques scolaires. Les couleurs passées de la couverture, les pages écornées, les macules de chocolat et les miettes de biscuits abandonnées dans les marges du volume témoignaient du nombre considérable d'emprunts et de lectures dont il était l'objet. En ce temps-là, Stevenson était le frère d'armes de London, Curwood, Scott et Jules Verne. La liste de leurs exploits respectifs composait le dos de couverture de chaque bibliothèque verte, et faisait surgir tant de rêveries, tant d'images héroïques, du fond de nos imaginations d'enfants. Apparurent ensuite La Flèche Noire ainsi que les aventures de David Balfour. Puis ce furent Dr Jekyll et Mr Hyde et le maître de Ballantrae, et quelques années plus tard, les nouvelles, Le Suicide Club, Markheim, Le voleur de cadavres, Janet Latorve. La magie opérait toujours. Les Stevenson me suivirent au gré des déménagements et conservèrent dans ma bibliothèque, malgré la terrible inflation dont elle était victime, une place privilégiée. Mais la pratique de ces romans avait éveillé en moi une autre curiosité. Qui était Stevenson ? Hélas. Les manuels littéraires et les pages du dictionnaire restaient fort discrets sur le sujet. Les libraires soumis à la même interrogation compulsaient leur volumineuse bibliographie, une joie fugitive quand ils énonçaient La vie de Robert Louis Stevenson par J.M. Carré. Puis la date de la dernière édition tombait comme un couperet, 1929, épuisé. Il y avait eu également ici et là au gré des revues, quelques articles, quelques études, quelques brefs hommages. Tout aussi introuvables bien évidemment. Même chose en ce qui concernait les ouvrages autobiographiques de Stevenson, non encore traduits ou déjà épuisés. La frustration était d'autant plus grande que les titres de ceux-ci semblaient devoir tant promettre. Voyage avec un âne à travers les Cévennes, les migrants amateurs et surtout dans les mers du Sud. Dans les mers du Sud.
Ainsi donc Stevenson, à l'image du petit Jim de l'île au trésor, de David Balfour ou de Lou Dodd du naufrageur, avait bourlingué à travers les mers, abordé en des îles lointaines, bref, connu la grande aventure. Aussi quel scandale que ce silence à son égard. Plus qu'un silence d'ailleurs, presque un mépris, quelque chose sur Stevenson? L'auteur de ces petits romans pour enfants? Ce scandale a duré près d'un demi-siècle. À ce propos, qu'il me soit ici permis de rendre hommage à Francis Lacassin qui, en republiant les œuvres majeures de Stevenson en collection populaire, met fin à cette situation révoltante, car totalement injustifiée. Le présent ouvrage s'inscrit dans la même perspective. La vie de Stevenson, tout autant que ses ouvrages, mérite d'être connue. Fertile en grandes aventures, tout aussi haute en couleurs et riche en exotisme que celle d'un Loti ou d'un Melville, elle est cependant troublante par le sentiment de modernité qu'elle dégage. Itinérer à dos d'âne, traverser la France en canoë, visiter toute l'Europe à bord d'une péniche, cela restera hélas à l'état de projet. Ces idées-là semblent appartenir bien davantage à notre temps qu'au milieu du XIXe siècle. Pour avoir été l'un des derniers romantiques, Stevenson n'en fut pas moins l'un des premiers routards. Nul décorum, nulle pompe n'alourdir ses gestes et ses actions. Stevenson fut et resta un homme simple. Quand il eut traversé les quelques 40 années de sa vie brève, les quelques continents de notre petit monde et qu'il sentit que son heure était venue de partir et de tout quitter, il se prit à chercher une finalité à tout cela, mais son pourquoi ne fut sujet à aucune sorte d'inflation. C'était la question non d'un poète, d'un grand écrivain, d'une célébrité qui sait ses gestes et ses mots observés et notés, mais d'un homme, un simple homme et un homme simple. Au-delà de l'extraordinaire des aventures qu'il vécut et qui vont vous être racontées, c'est cela qui me semble exemplaire. Avant de conclure, juste quelques remarques concernant l'ouvrage en lui-même. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il s'agit là du récit d'une vie et non de l'étude d'une œuvre. Certes, il semble difficile d'évoquer l'un et d'ignorer l'autre. Toutefois, les romans et les essais de Stevenson ne se trouveront être mentionnés ici que dans la mesure où ils furent les ressorts d'une action ou les témoignages d'une aventure. Par ailleurs, il convient de noter que l'accent a délibérément été placé, c'est le propos de la collection, sur l'aspect aventureux de son existence. Qu'on nous pardonne donc d'avoir privilégié tel ou tel épisode, et d'avoir évoqué plus rapidement d'autres périodes de sa vie. Stevenson, du reste, a lui-même agi de la sorte en laissant sur certaines périodes de sa vie une multitude de documents, et sur d'autres très peu de choses. L'ouvrage qui suit, étant avant tout fondé sur les écrits de Stevenson, ne peut que refléter cette succession, cette alternance de temps fort et de demi-silence. Mais n'est-ce pas là somme toute le propre de chaque existence que de ne pouvoir être livrée après coup, non pas restituée mais interprétée, déformée et reconstruite par la mémoire? Une dernière remarque, les citations seront nombreuses dans les pages qui vont suivre, généralement brèves, parfois plus importantes. Qu'on ne m'en fasse pas grief. Stevenson fut un écrivain, un grand écrivain. Aussi quand il parle de lui-même, à quoi bon songer à paraphraser ou à interpréter? Cela eût fait figure tout autant de trahison que d'insulte. Au terme du travail de rédaction de cette biographie, après avoir journellement suivi Stevenson dans ses élans de joie et de tendresse comme dans ses moments sombres, après avoir compati à ses misères, ri de ses plaisanteries, j'avoue avoir pleuré sa mort comme celle d'un ami, tant sa fréquentation assidue avait été pour moi une source de joie profonde. Je ne crois pas que la rencontre avec Stevenson soit de celles qui peuvent laisser indifférent. 1. Il n'est guère de famille pour peu qu'elle puisse remonter à 4 générations qui ne prétendent avoir des droits sur quelques titres en sommeil ou bien sur quelques châteaux ou domaines, des droits qui ne sauraient être soutenus devant un tribunal mais qui flattent l'imagination et qui écourtent les heures d'oisiveté. Les droits qu'un homme a sur son propre passé sont plus précaires encore. R.L. Stevenson, un chapitre sur les rêves, Inolala des montagnes, traduction Pelleris, voir bibliographie. Citation. Le récit d'un destin. Comme il est conté vite. Mais une vie suffit à ne jamais mourir. Emily Brontë. Première partie. Chapitre 1 au pays de Courtepointe. Édimbourg, 1855. Une nuit froide et humide comme tant d'autres. Les hautes maisons de la vieille ville sont fouettées par la bise et trempées par le brouillard. Les rues sont désertes.
Poussés par le vent, les feuilles mortes et les papiers abandonnés passent comme des météores sous le halo jaune des réverbères. Une nuit comme tant d'autres, longue, terriblement longue pour le petit malade du 1, un Verlet terrasse. L'enfant s'appelle Robert Louis. Il a fêté hier ses 5 ans. Triste fête en vérité. Doté d'une constitution très fragile, Robert Louis a contracté depuis sa naissance toutes les affections possibles: rougeole, coqueluche, diphtérie, gastro-entérite. Chez lui, les maux les plus courants se compliquent et s'aggravent immédiatement. Dès les premières années de sa vie, il a présenté une tendance marquée à la toux. Un coryza, une angine lui sont prétexte à des complications pulmonaires. Aussi chaque hiver est-ce l'inévitable cortège des grippes, bronchites, bronchopneumonies qui sans trêve se succèdent, laissant l'enfant épuisé. Cet hiver même, les médecins perplexes l'avaient condamné à ne pas voir son 5e printemps. Il y a 2 ans déjà, lorsqu'il contracta le croup, on le donna pour perdu. Et lors de cette pneumonie, il y a quelques mois, plusieurs fois on l'a veillé comme l'on ferait d'un mort. En ce moment toutefois, Robert Louis ne tousse pas. Et Kemi, la nurse qui couchait dans la chambre voisine prête une oreille attentive au bruit de la maison, ne perçoit que le tambourinement de la pluie qui maintenant frappe les fenêtres de l'austère demeure des Stevenson. Un réverbère proche jette dans la chambre de l'enfant une lumière diffuse. Pas grand-chose certes, mais suffisamment pour permettre à Robert Louis, assis dans son petit lit, de distinguer l'emplacement des gravures accrochées le long des murs de sa chambre. Il n'est pas besoin de les voir. En repérer les contours du cadre suffit tant l'enfant les connaît déjà par cœur. À gauche, près de la commode, Moïse brandissant les tables de la loi. Plus loin, les Égyptiens noyés sous les trompes d'eau d'une mer rouge qui brusquement referme son passage et près de la porte, Moïse et Aaron comparaissant devant le Pharaon. De l'autre côté de la porte, les scènes bibliques reprennent, tour à tour héroïques, Samson combattant les Philistins, terrifiante, Daniel dans la fosse aux lions, ou merveilleuse telle cette découverte de Moïse flottant dans son berceau sur les eaux du Nil et recueilli par de belles dames de l'ancienne Égypte. Mais c'est sans nul doute au Moïse brandissant la loi que l'enfant accorde sa préférence. Au-dessus de la cheminée, c'est le portrait de Robert, le grand-père paternel, mort quelques mois avant la naissance de Robert Louis. C'est à lui que l'enfant doit, outre son premier prénom, quelque chose dont il ne connaît alors que les toutes premières prémices, mais qui hante déjà le sommeil de son père. Une passion violente, irréductible pour l'aventure, ses sortilèges et ses mystères. Le père et l'oncle du vieux Stevenson moururent jeunes en mer, au cours d'une obscure et pathétique poursuite en voilier sous les tropiques. Quant à Robert, le fils, il devint constructeur de phares. Jusqu'alors, sur les côtes d'Écosse, les pêcheurs se contentaient d'allumer, la nuit, des feux de bois ou de charbon, signaux incertains pour indiquer la proximité des côtes et des écueils. Nul doute que Robert Stevenson n'ait fait là œuvre de précurseur en préconisant et réalisant, au prix de périlleux efforts, l'installation des premiers phares lenticulaires inventés par Fresnel. Un précurseur, mais aussi un héros qui, au terme de cet incessant combat contre la mer et ses périls, réussit l'exploit d'ériger au large de Dundee, sur un récif submergé de la mer du Nord, la fameuse tour de Bell Rock. D'autres titres de gloire sont encore attachés à la mémoire du vieux Robert. N'est-ce pas avec Scott, Walter Scott en personne, qu'il fit autour des îles la croisière que l'écrivain mentionna dans la préface du Pirate? Bien sûr, l'enfant ignore tout de cela. Encore que son père, lui aussi constructeur de phares, n'ait pas manqué de lui brosser déjà quelques portraits héroïques de l'aïeul exemplaire. Mais à quoi bon les anecdotes quand il importe juste de savoir reconnaître, dans le portrait du vieux Stevenson, les caractéristiques du héros, celles-là même que l'on retrouve un peu plus loin sur l'autre mur sous les traits de Moïse. Et dans les rêves de l'enfant, Robert l'Ancien et le vieux Moïse ne peuvent avoir que le même visage. Voici enfin que ses yeux se ferment et que sa tête s'affaisse contre l'oreiller. Pourtant son sommeil sera court. À nouveau la toux. Interminable, intarissable quinte et quinte de toux qui réveilleront et l'enfant et toute la maisonnée. Déjà la porte de la chambre s'ouvre. Voici Kemi et ses sirops, Kemi et ses tisanes, Kemi et ses histoires extraordinaires. Kemi, Alison Cunnington de son vrai nom, est depuis 3 ans déjà au service des Stevenson. C'est tout à la fois le bon génie, l'ange gardien et la fée bienfaisante qui jouent pour l'enfant le rôle d'une seconde mère. Du reste, si l'une des 2 femmes lui donna la vie, l'autre à plusieurs reprises devait l'arracher à la mort. Kemi est toujours là, présente, sur le qui-vive,
prompte à déceler les symptômes d'une crise prochaine, dispensant sans compter au chevet du petit malade son temps, ses forces, son courage et ses fabuleuses histoires. Un répertoire inépuisable. Cette fille d'origine pourtant très modeste connaît la Bible par cœur. Mais elle a lu bien d'autres livres. Sans parler des contes de veillée, récits savoureux ou terribles, histoires de spectres, de sorcières, de lutins et de fées qu'elle rapporte de sa campagne natale. Des récits de contrebandiers également, authentiques ou prétendus, tels complot jacobite, débarquement secret, guet-apens, poursuite à travers les rochers de la côte. Quelle passion Kemi met alors à donner vie à ces récits. Mais la brave femme ne comprend pas qu'elle alimente tout autant le goût des merveilles de l'enfant que ses terreurs. Car Robert Louis est sujet aux terreurs. Souvent la fièvre et le délire font naître en lui des images fantastiques. La terreur alors le saisit, et dans la nuit retentissent les hurlements de l'enfant. Mais bonne Kemi est déjà là. Elle l'enveloppe dans une couverture, le berce dans ses bras, le porte vers la fenêtre. Dit Kemi, les fenêtres encore éclairées dans la ville, ce sont des chambres d'enfants malades ? Bien sûr, chérie, d'autres petits malades et d'autres nurses qui comme nous attendent le jour. Puis tous deux de guetter dans le ciel les premières lueurs de l'aube, de déceler dans le silence de la nuit, les premiers signes de vie, les pas secs et rapides des passants matinaux, le trot sonore de la voiture du laitier, les premiers chants d'oiseaux. Exténuée, la malheureuse nounou repose enfin l'enfant dans son petit lit. Mais il est des nuits comme celle-ci où rien n'y fait. À peine bordé, le gamin se réveille. À nouveau la toux, l'angoisse, la peur. N'aie crainte, chérie. Calme-toi. Kemi est toujours là, elle reste avec toi. Et puis, ne dirait-on pas ? Mais si, écoute. Quelqu'un descend l'escalier. Une visite pour Monsieur Loup ? Avec précaution, la porte s'ouvre. Thomas Stevenson, le père drapé dans une ample robe de nuit, entre dans la chambre et approche une chaise du petit lit. Son visage, l'instant d'avant grave et soucieux, s'anime brusquement. Devant la petite figure pâle et défaite qui s'agite dans le lit, le père se lance alors dans d'étonnants dialogues. Alors facteur, pas de courrier aujourd'hui ? Et moi qui attends un pli urgent. Mais qui frappe à la porte ? Ah. C'est vous, docteur. Entrez. Mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Au contraire. Le petit ? Il va bien, ma foi. N'est-ce pas, Lou ? Tour à tour vont ainsi défiler le révérend, l'aubergiste, le cocher, les voisins, les parents, les amis. La voix joviale de Thomas entretenant pendant des heures ces dialogues animés jusqu'à ce que l'enfant, réconforté par toutes ces présences bienveillantes, sente ses terreurs l'abandonner et finisse enfin par s'endormir. Le père alors regagne sa chambre, laissant Kemi veiller seule sur le sommeil de l'enfant. Au matin, la silhouette svelte et délicate de Margaret Stevenson, la mère, se glisse dans la petite chambre. « Kemi, quelle mauvaise mine vous avez. Je devine que vous n'avez encore pas dormi. Comment va-t-il » Mais tout de suite, ce ne sont que voix assourdies et chuchotements. Kemi se lève, Margaret l'entraîne, la porte se referme avec précaution. Les bruits de la rue ne sont plus que murmures. Un brouillard épais, jaunâtre, s'étend sur la ville. Au loin, des cloches sonnent, mais seul un tintement étouffé pénètre dans la chambre. La maison est silencieuse. Étrangement silencieuse. Il faut dire qu'on préserve une sorte de petit miracle. Le sommeil de Robert Louis. 1857. L'attaque, qui l'année précédente a failli emporter son fils, détermine Thomas Stevenson à abandonner la grande maison froide et humide d'Inverlet Terrace. Les Stevenson s'installent alors près du centre-ville, dans une rue plus large et plus animée, au 17 de Heriot. C'est une agréable maison à 2 étages, mieux construite, mieux abritée, mieux orientée. Par les fenêtres de l'étage, Robert Louis aperçoit les arbres des jardins de Queen Street et entend les enfants jouer et crier. Des heures entières, il reste là, le visage collé à la vitre, fasciné par le spectacle de ces jeux qui lui sont interdits. Car hormis quelques brèves et rares promenades au square où sa mère l'emmène les jours de soleil, l'enfant ne sort jamais. Peut-on laisser le petit courir avec les garçons de son âge dans les rues froides et détrempées de brouillard ? Sa santé ne le permet pas. La morale non plus. Et on est très strict là-dessus chez les Stevenson. Thomas Stevenson, le père, pour être souvent jovial, gai, drôle, n'en est pas moins un conservateur à tout crin et un puritain implacable. Un angoissé aussi,
Un calviniste hanté par la crainte du péché et l'obsession du remords, qui souvent la nuit se relève pour consulter sa Bible et prier. Kemi non plus ne badine pas sur ce chapitre. Si elle tient l'enfant sous le charme de ses histoires et de ses pieuses récitations, elle lui interdit par contre l'usage des jeux de cartes, dés, dames et autres instruments de perdition. Robert Louis est donc élevé à l'écart des enfants de son âge. Certes, il est depuis quelques mois inscrit à l'école, dans la classe préparatoire de Mr. Henderson. Il n'est d'ailleurs pas peu fier d'être le plus vieux de sa classe. Malheureusement, il n'a que peu d'occasions de fréquenter l'établissement. Trop de vent, un peu de pluie, trop de brouillard sont prétexte immédiat à garder l'enfant à la maison. Le gamin s'y est fait. Il ne déteste pas rester seul, et sait maintenant se suffire à lui-même. Aujourd'hui, il s'est allongé à plat ventre sur le plancher ciré de la nurserie. Ses jambes se balancent doucement au rythme de quelques secrètes mélodies. Avec application, il promène un pinceau sur les pages d'un livre de coloriage. Les couleurs épousent les contours du dessin, donnant brusquement vie aux images. Un ciel rouge, une mer bleue et les voiles jaunes et blanches du bateau se gonflent aussitôt devant. Et capitaine Stevenson de mener alors son navire vers les lointains rivages où vivent les grands-pères Robert, les Moïse et autres figures légendaires. Les jours où il doit garder le lit, ce sont les soldats de plomb qui sortent de leur boîte et se déploient en tirailleurs dans les replis de la couverture. Général Stevenson à l'écart de la mêlée, la tête calée dans les contreforts d'un oreiller abrupt, dirige alors la manœuvre de ses troupes. C'est un stratège rusé qui n'a pas son pareil pour dissimuler les escadrons dans les moindres replis du drap, pour préparer les guet-apens, cerner les places fortes de l'ennemi et les lui arracher au cours d'assauts fulgurants. Au pays de Courtepointe. Quand j'étais malade, que je restais couché. J'avais 2 oreillers sous la tête. Tous mes jouets étaient autour de moi. Et me rendaient heureux toute la journée. Et quelquefois pendant 1 heure ou 2. Je regardais évoluer mes soldats de plomb. En leurs différents uniformes et leurs diverses attitudes. Parmi les couvertures et à travers les collines. Et quelquefois j'envoyais mes navires en flotte. Voguer de long en large à travers les draps. Ou encore je sortais mes arbres et mes maisons. Et plantais des villes tout autour de moi. J'étais le géant impassible et formidable. Qui trône sur la colline de l'Oreiller. Et voit devant lui les vallées et les plaines. De ce doux pays de Courtepointe. Et puis viennent les vacances. Chaque été, Louis séjourne chez son grand-père maternel et chez sa tante, grand-père Balfour et tante Jane, à Colinton. Aujourd'hui faubourg d'Édimbourg, c'était encore à l'époque un charmant petit village niché dans un vallon verdoyant. Le grand-père, pasteur de son état, y disposait comme presbytère d'une grande maison carrée, dénuée certes de tout confort, mais non de charme. Placée tout près de l'église, au creux du vallon, et abritée par de grands arbres, elle était l'été pleine d'ombre et de fraîcheur. Un endroit merveilleux, comme il n'en existait pour moi aucun autre au monde. Le jardin était découpé en province par une grande haie de hêtres, et donnait sur l'église et la terrasse du cimetière où de larges stèles s'érigeaient. Après le coucher du soleil, on pouvait y voir danser les lutins. Mais seuls les enfants étaient admis à contempler de tels spectacles. Robert Louis aime aussi à se coucher à plat ventre dans l'herbe du jardin. Abrité du soleil par l'ombre épaisse d'un hêtre, il passe des heures à observer la migration des colonies de fourmis, à écouter le petit vacarme du peuple des insectes. Puis il plante ses soldats de plomb en sentinelle au pied d'arbres gigantesques, des bleuets et des pissenlits. Les fenêtres ouvertes de la grande maison arrivent, feutrées, des bruits de vaisselle et de ménage. Parfois, quelques strophes d'une chanson ancienne puis contre-chant à la voix haute et enjouée de tante Jane, quelques graves et sourdes paroles, exclamations du vieux pasteur. Une douce quiétude envahit alors l'enfant. Fini là tout, la maladie, l'angoisse. Tout là-haut dans le ciel, de petits nuages blancs se chevauchent et s'effilochent. Quel merveilleux spectacle pour qui sait lire dans les nuages. Toujours changeant, sans cesse remodelé, effacé, recommencé, visage humain, tête d'animaux, profil tour à tour terrible et grotesque, chevauchée monstrueuse, poursuite de coton. Dans ce stratus de cumulus, forteresse de plumes et de rêves, et puis déjà les nuages se dispersent et le spectacle change. L'œil de l'enfant, un instant ou une éternité distrait, retombe sur les soldats de plomb.
Les sentinelles ont-elles bien monté la garde tandis qu'ils menaient campagne au pays des nuages? L'invasion des fourmis a bien été repoussée? Pas de sauterelles pillardes et crissantes à signaler dans les parages? Non, tout est calme. Juste le chant des merles et des alouettes couvrant le bruit du moulin voisin, de la grande roue moisie qui brasse de son geste régulier une cascade irisée. À table, Louis? Dépêche-toi. Tu sais bien que grand-père a horreur d'attendre. Louis s'arrache à sa rêverie et, abandonnant ses troupes sur le terrain, se précipite vers la maison. Il est préférable de ne pas indisposer le grand-père. Le vieux pasteur qui, debout devant son assiette, récite le Bénédicité, va maintenant sur ses 80 ans. C'est un vieillard sévère, au visage aristocratique, aux lèvres minces, aux traits austères, le type même du vieux puritain écossais dur et strict tant pour lui-même que pour les autres. Il déteste les embrassades et autres effusions sentimentales. Il ne tolère ni cris, ni rires, ni aucune autre manifestation d'exubérance. Toute la journée, le vieil homme reste assis à son bureau, à compulser ses gros traités théologiques afin de préparer son sermon du dimanche. Les seules récréations qu'il s'accorde consistent en quelques petits travaux de tapisserie, et en quelques lettres qu'il envoie à ses fils, fonctionnaires coloniaux et missionnaires dispersés aux 4 coins du monde. Allez Louis, reprends donc un peu de pudding. Un peu de jelly aussi. Il faut que tu prennes des forces. Grossir un peu ne te ferait pas de mal. La bonne tante Jane gave littéralement son neveu. Elle s'ingénie à trouver sans cesse quelques nouvelles recettes d'entremets, ou de gâteaux à même de stimuler l'appétit de l'enfant. Il faut dire qu'elle adore Robert Louis. Une 3e mère en quelque sorte. Toujours attentive, toujours présente, sans pour autant couver ou étouffer l'enfant. Robert Louis lui rend d'ailleurs bien son affection. S'il est intimidé par le grand-père qu'il craint et qu'il évite, il adore par contre sa tante avec laquelle il use de la plus grande familiarité. Oui, tu peux aller jouer maintenant. Mais pas trop loin. Reste dans le jardin. Louis ne se le fait pas dire 2 fois. Modérant son ardeur en présence du pasteur qui, encore assis, s'essuie méthodiquement la bouche du bout d'une grande serviette, il quitte la table avec calme et lenteur. Ce n'est qu'une fois la porte franchie qu'il se met à chanter à tue-tête et à galoper vers son camp retranché, où depuis longtemps, les malheureuses sentinelles ont succombé sous l'assaut des bataillons de fourmis et des faucheux sanguinaires. Toutefois, cet après-midi, Robert Louis n'accordera plus à son jeu l'attention habituelle. Son oreille reste aux aguets. N'est-ce pas là un bruit de sabots? Et ne serait-ce pas les roues ferrées d'une voiture cognant les pavés disjoints de la petite route? Oui, pas d'erreur. Ils arrivent. Ils arrivent. Ce sont eux. Tante Jane sort sur le seuil de la maison. Le pas du pasteur résonne dans le vieil escalier. Un dernier virage et le vieux phaéton apparaît, longe la haie puis s'immobilise devant le perron du presbytère. Et tandis qu'aux grandes dames du vieux Balfour les adultes, oncles, tantes, parrains, s'embrassent et se congratulent, Louis entraîne derrière lui 3 gamins de son âge. Maintenant que les cousins sont là, les grands jeux vont pouvoir commencer. Aussi pas une minute à perdre. Les frênes et les noisetiers frémissent déjà à la pensée du nombre inouï de jeunes branches qui leur seront arrachées durant les semaines à venir. Ces stupides arbustes n'éprouvent-ils donc aucun orgueil à l'idée de voir leur maigre bois transmuté en armes glorieuses? Épée de mousquetaire, lance de chevalier, arc et flèche infaillibles dans les mains de ces nouveaux bandits au grand cœur? Bob, fils de l'oncle Alain et cousin préféré de Robert Louis, est tout de suite promu à la dignité de lieutenant. Lui seul, exception faite bien sûr du grand chef Robert Louis, a droit d'accès au refuge secret, le sanctuaire, le Saint des Saints. Il est situé sous le grand if au fond du jardin, un palais sombre, mystérieux, solennel, qui répand aux heures chaudes de l'après-midi une odeur âcre un peu amère qui ajoute encore au prestige de l'endroit. C'est là que les 2 lascars mettent sur pied leur projet d'expédition. Grande chasse aux fauves dans les bosquets environnants, embuscade et guérilla tour à tour indienne et écossaise, exploration du moulin et des îles de sable mouvant de la rivière, expédition concertée le soir contre les fantômes du cimetière. Ils jouent à se faire peur, tentent d'invoquer le diable, sans grand résultat semble-t-il, et regardent par les trous de la maçonnerie dans les sépultures jouxtant le jardin en contrebas. C'est en pratiquant ce sport pour le moins particulier que Robert Louis aura la plus belle frousse de toute son enfance. Était-ce un oiseau, un lapin, quelque animal ayant élu la domicile ou était-ce bien un trépassé assis sur la dalle de son tombeau?
Une chose est sûre, une chose dont toute sa vie il gardera le souvenir. De l'autre côté du trou, un œil le regardait fixement. À l'automne, les cousins repartent. Le général Robert Louis désormais ne commande plus qu'à ses rêves. Avec les premières gelées, le temps se rafraîchit, et l'enfant abandonne petit à petit le jardin et ses grandes aventures pour la quiétude et la chaleur de la grande salle du presbytère. Le feu de bois crépite devant la vieille plaque de fonte d'une immense cheminée. Assise près de l'âtre, tante Jane tricote et brode avec un silencieux bonheur. L'enfant s'assoit près d'elle et retrouve dans la danse des flammes les mêmes rêveries que dans le moutonnement des nuages. Parfois, dans ces jours de mansuétude, le grand-père ouvre l'armoire à livres. Forêt vierge, île tropicale, fête chez les peuples sauvages, les gravures défilent alors devant les yeux émerveillés de l'enfant. Robert Louis, qui rêve de se faire offrir une de ces images, apprend par cœur un psaume et va le réciter au vieux Balfour. Attendri, le pasteur juge que telle ardeur religieuse mérite récompense. Aussi, une fois n'est pas coutume, embrasse-t-il l'enfant sur le front. C'était là déjà une grande faveur. Le vieux pasteur mourut à l'âge de 82 ans. Quelques jours avant sa mort, devant lui faire prendre une potion amère, tante Jane lui avait apporté un sucre d'orge pour chasser l'amertume du médicament. Elle voulait en offrir un autre à Robert Louis, mais le grand-père s'y opposa fermement, parce que l'enfant n'avait pas eu à absorber la potion du docteur. Ainsi vécut, ainsi mourut grand-père Balfour, le vieux pasteur de Colinton. Le presbytère passa en d'autres mains. Adieu haies, frênes, adieu grantifs, adieu repères, tanières et lointaines expéditions. À nouveau Édimbourg. Les hautes maisons, la pluie, le vent. Robert Louis va maintenant sur ses 10 ans. Il a quitté depuis déjà longtemps la classe de Mr. Henderson et le collège classique. Il est maintenant inscrit dans l'institution de Mr. Thompson, qu'il ne fréquente guère plus que les établissements précédents. Aux absences admises, celles pour lesquelles le docteur ou le père rédige quelques mots d'excuse, s'ajoutent maintenant les vacances illicites que l'enfant s'octroie lui-même et qu'il consacre à la découverte de la vieille cité. Car s'il pratique l'école buissonnière, c'est toujours en solitaire. Les gosses de l'école dédaignent pour la plupart cet enfant malingre et souffreteux, ce rêveur impénitent aux allures de fillette. Robert Louis leur rend l'appareil en affichant à leur égard le plus cordial mépris. Les altercations sont inévitables et fréquentes. Aux insultes succèdent les coups et les bagarres. Plus d'une fois la bonne Quemie recoudra des boutons et des cols arrachés tout en ne manquant pas de sermonner l'enfant. Robert Louis de serrer alors les dents, il ne regrette rien. Ni les vestes déchirées, ni les coups reçus. Jamais il ne s'inclinera devant la bêtise et la violence. Il a tenu tête, il continuera toute sa vie durant. Et Quemie d'observer alors avec étonnement ce petit bonhomme aux cheveux longs et plats, au visage pâlot, à la poitrine étroite, dont les beaux yeux bruns un peu trop écartés restent figés dans une étrange expression de défi et de ténacité. À la compagnie de tels enfants, Robert Louis préfère et de loin celle de Bob et de ses cousins. Hélas, les visites sont toujours trop espacées et trop rares. Alors il reste à la maison et il lit. Cela fait plusieurs étés que Bob lui prête des livres, des romans d'aventure qu'il dévore avec passion. Mais déjà Louis a trouvé le chemin de la bibliothèque paternelle. Là, au miracle, il découvre, dissimulés derrière des montagnes d'obscurs traités de théologie et des pyramides de bulletins de sociétés érudites, les œuvres complètes d'Alexandre Dumas, de Walter Scott et le livre qui deviendra bientôt sa Bible, la fameuse vie des pirates et voleurs de grand chemin du capitaine Johnson. Porthos, son mousquetaire favori, Wilfrid d'Ivanoé et le terrible Barbe Noire lentement repousseront, au panthéon des héros, le grand-père Stevenson et le vieux Moïse. Car Louis ne se contente pas de lire. C'est une fois la lecture du roman terminée, et le volume précautionneusement replacé sur les rayons de la bibliothèque qu'en fait tout commence. Pendant des jours et des nuits et des semaines, sans cesse, il va se raconter l'histoire, gommant tel passage jugé terne ou peu valorisant pour son héros, ajoutant encore au plus haut fait d'armes quelque éclat supplémentaire et poursuivant au-delà du point final du roman, la saga héroïque de ses nouveaux amis. Allez Louis, c'est fini. Tu peux venir maintenant, s'exclame un jour Quemie qui a planté le gamin dans un coin de la pièce en punition à quelque sottise. Louis. L'heure est passée. Viens, je te dis. Et comme Quemie, intrigué par ce silence, s'approche de lui, l'enfant pose un doigt sur ses lèvres puis à voix basse. Chut Quemie. Pas de bruit.
Je termine de me raconter une histoire. Et puis Robert Louis va bientôt se mettre à écrire. Au cours d'un repas de famille, il fait la connaissance d'un homme de lettres. Faire la connaissance, c'est sans doute beaucoup dire puisque Louis n'ouvre pas la bouche de tout le repas, ni pour parler ni pour manger, et qu'il reste 2 heures durant suspendu aux lèvres du visiteur à boire la bonne parole. Il s'agit d'un certain Robert Ballantyne, romancier populaire alors au sommet de la gloire, un grand homme à la barbe noire, très imbu de lui-même, de son talent et de ses mérites, qui devant l'auditoire médusé raconte d'une belle voix grave comment il va faire du grand-père Robert Stevenson le héros de son prochain roman. Dans la tête de Robert Louis, les questions se bousculent. Nul doute que M. Ballantyne ne soit lui-même un héros. Or, quelle est l'arme favorite de ce géant à la barbe noire ? L'écriture. Écrire et raconter des histoires. Mais raconter des histoires, Louis ne fait que cela jour et nuit. Suffit-il donc de prendre une plume pour devenir un héros ? Qu'à cela ne tienne. Robert Louis trempe la sienne dans l'encrier. Il entreprend tout d'abord une traduction d'Ovide en octosyllabes écossais. Puis, à l'âge de 13 ans, il fonde une revue de collège, The Schoolboys Magazine, dont il est tout à la fois éditeur, directeur et principal collaborateur. 2 numéros verront le jour, bourrés l'un comme l'autre de feuilletons extraordinaires. Les aventures de Jan Van Steen, Les Naufrageurs, une histoire de spectre. Il place là aussi les 2 premiers chapitres d'un roman intitulé « Aventures dans les mers du Sud ». Comment l'enfant pouvait-il se douter qu'il écrivait là non tant les premières pages d'un livre inachevé, que vision sans doute prémonitoire, les derniers rebondissements de sa propre aventure, les derniers chapitres de sa propre vie. Chapitre 2, à l'enseigne de l'éléphant vert. En 1867, Robert Louis, alors âgé de 17 ans, s'inscrit à l'université d'Édimbourg. Rien à voir avec les collèges aristocratiques type Oxford et Cambridge. Ici, les étudiants viennent des milieux sociaux les plus variés et nombreux sont ceux qui, pour payer leurs études, travaillent le soir et pendant les vacances. Il n'y a pas d'examen d'entrée, pas de contrôle de présence, la qualité des cours semble en général bien médiocre et le niveau de connaissance assez bas. Stevenson est là, en principe, pour se préparer à une carrière d'ingénieur. Pas un instant son père n'a douté de son avenir, de sa vocation. Comme son propre père et comme lui-même, son fils sera constructeur de phares. A-t-on interrogé l'adolescent à ce sujet ? Sans doute. Sans doute a-t-il donné quelques réponses vagues, plutôt favorables pour ne pas s'attirer les foudres paternelles. En fait, Louis n'a sur le sujet pas d'idée bien précise. Et s'il répond pourquoi pas, à la sollicitation du père, c'est avant tout parce qu'il n'est pas encore en mesure de voir suffisamment clair en lui-même. Embrasser une profession, voilà qui est sans doute nécessaire, mais ô combien pénible. Rien que l'expression lui répugne. Embrasser une fille, embrasser la vie, le soleil et le vent, oui, embrasser quelques tâches monotones et ingrates, drôle d'idée. Quoi qu'il en soit, Louis prend place sur les bancs des amphithéâtres. Mais les chiffres que la craie inscrit sur le tableau noir ont au fait de se brouiller, et le ronronnement des voix de l'endormir. Alors, comme il est désagréable de dormir dans un tel inconfort, Louis va petit à petit abandonner la faculté au profit des cafés, pubs et tavernes dans lesquels le client est traité avec plus d'égard, la colonne vertébrale avec plus de confort. Là par contre il se réveille. Le tabac, la bière, l'alcool, les clins d'œil des filles, les plaisanteries d'étudiants, les discussions sur l'art ou la littérature, tout cela le stimule et le régénère. L'éléphant vert, l'œil qui brille, le gai japonais, il fréquente tous les tripots se liant d'amitié au gré de ses rencontres avec une multitude de désœuvrés, jeunes rentiers, vagabonds, poètes et contrebandiers. Le père Stevenson, que les bonnes langues de la ville se sont empressées d'informer, s'inquiète vivement. Est-ce la façon de vivre et d'étudier ? Sont-ce là des fréquentations possibles pour un Stevenson ? Et s'en prenant directement à la silhouette de son héritier, est-ce là un habit pour un fils de bonne famille ? Il faut dire que depuis quelque temps, Louis a en effet opté pour une tenue quelque peu excentrique. Une grande chemise de flanelle, une veste de velours côtelé large, sans forme vraiment définie, et par-dessus le tout une cape immense dans laquelle il se drape, rejetant l'étoffe sur son épaule d'un geste ostentatoire et provoquant. Pour l'arracher à cette ambiance et à ces fréquentations qu'il juge malsaines, le père décide alors, profitant des vacances universitaires, d'emmener son fils avec lui dans ses tournées d'inspection des phares et des ports écossais.
Étonnamment, Louis va y prendre beaucoup de plaisir. Toutefois, il reste peu sensible à l'aspect technique et scientifique des réalisations et des chantiers que son père lui présente avec une légitime fierté. La grâce d'un site, la violence d'une mer démontée, le geste grave et précis d'un maçon ou d'un charpentier, tout cela est tellement plus beau, plus fascinant, plus enthousiasmant que les questions d'optique ou de mécanique, que les problèmes d'études et de devis. De ses studieux voyages, Louis ne retient en fait que des expériences humaines et des images pittoresques. Les pêcheries d'Anstruther et de Wick à l'extrême nord, les orgues basaltiques plantés dans la mer et émergeant de la brume laiteuse de l'île de Staffa, les grottes mystérieuses s'ouvrant au ras des rochers et des grèves, toutes brodées d'algues et de lichens, les ruines de villages engloutis, les pas submergés, les vieilles chapelles accrochées à l'extrême pointe des falaises. Il revient à Édimbourg, enthousiasmé par le voyage, mais tout aussi néophyte en matière de construction de phares. Octobre 1868. À nouveau l'université ouvre ses portes. Les cours reprennent. Quel gouffre d'ennui que ces leçons d'algèbre, de physique, de trigonométrie. Les bonnes résolutions ont au fait de s'envoler, et l'étudiant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.